Comme l'annonçait Anne-Marie, dernier volet, troisième volet, c'est bien sûr que ce savoir-faire croissant qui est le nôtre, qui est le vôtre, pour lequel on acculture l'ensemble de nos professionnels, il s'accompagne aussi d'une confiance, Catherine l'évoquait, auprès de nos patients. Et tout ceci dans un cadre réglementaire qui l'assure. Alors pour le faire, j'ai le plaisir d'accueillir donc David Gruson qu'on ne présente plus. C'est pas cette planche-là, on finira par ça, c'est l'autre PowerPoint. Et puis remercier Gérard Raymond, président de France Association, qui portera ainsi la parole de nos usagers. Alors on aurait eu plaisir aussi d'associer à notre table ronde Sophie Hulin, qui est professeure à Sherbrooke et qui devait nous présenter comment le Québec, les États-Unis, puisque tout ceci se joue à la compétition aussi internationale, regarder notre sujet sur lequel la France et l'Europe a pris de l'avance, mais la Covid l'a cloué au lit et je vous prie d'excuser son absence. Alors sur l'IA numérique en santé, aspect éthique et réglementation. Avant de passer la parole à David, c'est un sujet important qui est comment, alors que l'on parle de sécurité et confidentialité, comment assurer la protection légitime que l'on doit à nos patients qui confient leurs données personnelles, qui savent qu'ils peuvent, par leur appareillement, bénéficier bien sûr de cet apport. Et puis, on le voit bien dans les différents exemples qui ont été évoqués, l'innovation qui, elle, ne peut pas s'arrêter ou se buter contre des dispositions réglementaires qui, à chaque fois, empêcheraient de faire ou, comme on l'a évoqué, retarderaient des innovations alors même que nous sommes dans une compétition à l'échelle mondiale. Notre président de la République était donc à Toulouse il y a quelques jours, d'ailleurs, soulignait ce point-là et sa vigilance à ce que, bien sûr, cette garantie soit apportée, mais qu'en même temps, la France, l'Europe, soit dans ce mouvement d'innovation et ne perde aucune occasion pour nous montrer tous les talents qui sont les nôtres. David, il y a un travail important à l'échelle de l'Europe qui a été mené. C'est des sujets que tu as beaucoup animés depuis longtemps et à toi de nous présenter les évolutions majeures qui ont été actées il y a quelques jours. Un grand merci Jean-François, merci de cette invitation aux assises. Oui, merci. J'avais ma propre zapette personnelle. Avant de venir sur la partie régulation, moi, je voudrais dire que la table ronde que vous avez organisée ce matin, moi je la trouve extrêmement rassurante parce que la confiance, elle part d'abord de la production de ces outils dans un cadre français et européen. Et ce qu'a dit professeur Pogam, ce que tu as dit Stéphanie, ce qu'a dit Fabrice montre qu'on y est et qu'il faut soutenir cette innovation et que les CHU sont à l'avant-garde de ce mouvement. Et cher Maurice, ce que vous avez initié à Montpellier montre que la formation, elle passe, on s'en est parlé depuis longtemps avec Thierry, par la formation et c'est un programme tout à fait majeur. Il faut faire passer ces sujets et l'impulsion que tu donnes, Lise, avec l'Agence de l'innovation en santé, elle est forte et puissante. Dans ce mouvement, les CHU ont été à l'avant-garde du fond, c'est l'essentiel, mais vous avez été aussi, lors des assises de Poitiers, déjà sous ton égide, Jean-François, à l'avant-garde de cette idée de régulation positive, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut s'ouvrir à l'innovation en créant des cadres de confiance qui permettent de le porter. Avec en fait finalement dans ce mouvement, et je vois Jean-Louis qui se lève, il a raison parce qu'il a joué, Jean-Louis Fraisse, un rôle tout à fait majeur dans la reconnaissance de cette idée de garantie humaine, de lien en santé. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça paraît un peu abstrait, mais en fait c'est évidemment une idée de bon sens que vous aviez bien voulu endosser dès les assises de Poitiers, c'est garder l'humain au centre du dispositif et établir des méthodologies de supervision associant les représentants des professionnels et les représentants des patients. Et dans ce rôle, je suis sûr, dans ce mouvement, Gérard Raymond y reviendra, France Asso Santé a joué un rôle d'accompagnement tout à fait majeur et d'impulsion. Donc là, on est un peu au terme de ce processus pour la partie reconnaissance, avec l'accord trouvé ce week-end sur le règlement européen sur l'intelligence artificielle. C'est un accord important parce qu'il se situe dans le sillage des recommandations qui avaient été portées en amont de la loi de bioéthique française. Alors évidemment, il ne faut pas croire que la France a toute la maternité de ce règlement européen sur l'IA, mais quand même, il y a un rôle qui a été joué et les propositions que vous avez portées dans les assises se retrouvent
retrouve dans ce texte, notamment dans cette idée de régulation positive, avec une exigence de garantie humaine qui est présente dans le texte, on retrouve l'inspiration du RGPD fortement et lourdement sanctionnable, des sanctions de 2 à 7% du chiffre d'affaires mondial des concepteurs de systèmes d'IA et des utilisateurs CHU, ça c'est la partie bâton, mais il y a une partie aussi incitative, puisque c'est vraiment une logique de qualité gestion de risque qui est au cœur du système. La conception de ces modèles de garantie humaine appartient aux concepteurs, appartient aux utilisateurs que vous êtes. Et puis pour vous rassurer sur un point majeur, l'Europe ne surrégule pas. La preuve qu'on en a eue, c'est qu'il y a le 30 octobre dernier, Joe Biden a publié un executive order sur la régulation de l'IA qui intègre en fait un niveau de régulation tout à fait comparable au texte européen et notamment cette obligation de contrôle humain que la FDA américaine avait reprise déjà dès 2021. Donc on a plutôt, pour vous dire le fond de ma pensée, là évidemment je m'exprime à titre très personnel, plutôt une convergence transatlantique avec une lecture du principe de garantie humaine un peu plus libérale aux États-Unis, un peu plus du côté de la régulation ici, mais c'est plutôt très convergent, et une divergence avec la Chine, pour être direct. Et ça doit sans doute vous interroger, puisque vous êtes aussi sur ces terrains au niveau mondial. Plutôt un terrain de convergence et un mouvement majeur sur l'IA, vers l'IA d'accès aux soins, une révolution de l'IA générative qui est engagée. Vous l'avez dit, on le mesure sur le terrain, en opérant le marché national d'accompagnement de l'ANFH notamment, les professions maintenant viennent du côté de l'usage de ces outils, et là aussi c'est une bonne nouvelle. Pour vous situer ma capacité de prédiction de ces sujets, on m'avait présenté GPT-2 en juillet 2022, j'aurais jamais imaginé ce qui serait devenu à fin 2023. Donc on y est. Donc le règlement européen sur l'IA, il se structure selon une pyramide des risques. Les systèmes d'IA en santé sont tous classés dans la catégorie des systèmes à haut risque qui doivent embarquer une série d'obligations, dont cette obligation en fait de contrôle humain, qui implique la mise en place de mécanismes de supervision dans la conception, dans l'application en vie réelle. Le trilogue a précisé le calendrier. Donc le texte sera adopté par les instances européennes en janvier et février formellement. À partir de cette adoption, vous avez un premier cadrage général qui entrera en vigueur à plus 6 mois. Et la garantie humaine s'appliquera d'abord à plus 1 an pour l'IA générative et à plus 2 ans pour l'ensemble des autres systèmes d'IA en santé. Alors, ce qu'on peut penser, c'est qu'évidemment, ces dates, même si elles sont des dates juridiques, seront traitées avec tact et mesure. On a un dialogue sur ces sujets un peu pas à pas avec la CNIL, mais aussi avec la Haute Autorité de Santé. Lionel Collet porte une vision très ouverte de ces sujets et veut vraiment utiliser ces systèmes de garantie humaine comme des incitatifs. Sujet qu'on traite avec Lise et ses équipes, et le groupe que vous portez sur la rénovation de l'innovation et des essais cliniques est majeur. On retrouve l'idée de régulation positive, ça c'est un point important à marquer, puisque l'idée de garantie humaine est injectée dans le marquage. Ce n'est pas un cadre juridique juxtaposé en plus, c'est injecté dans le marquage, ce sera une condition de facilitation de l'obtention du marquage pour les concepteurs et d'actualisation de l'obtention de ce marquage pour les systèmes d'IA auto-apprenants. Autre point intéressant, c'est qu'il y a une seule documentation technique, ce qui veut dire que pour les concepteurs qui viendront vers les CHU, eh bien, ils auront intérêt à aller investir avec vous le plus tôt possible vers cette garantie humaine, parce que ça facilitera aussi les conditions d'admission au remboursement. C'est un critère de mise sur le marché d'admission au remboursement. Donc, article 14 du côté des concepteurs, obligation d'information des patients sur le recours à l'IA dans la prise en charge, obligation de garantie humaine en amont et en aval de la mise sur le marché. Et du côté des utilisateurs que vous êtes, on retrouve les deux mêmes obligations qui s'appliquent dans le domaine de la santé, et les deux seules, au fond, les deux principales, informer les patients et mettre en place un process de qualité gestion de risque de ces systèmes d'IA. Ce qui d'ailleurs, c'est un des angles de réflexion. Une fois que vous aurez mis ces dispositifs de garantie humaine en place, et le CHU de Toulouse et pilote Jean-François avec la mise en place d'un collège de garantie humaine qui va associer les acteurs de l'IA en interne pour pouvoir cartographier les systèmes, monitorer le déploiement de ces dispositifs de supervision, et
vous garantirez aussi l'assurabilité de ces systèmes. Dans le dispositif, on a aussi travaillé avec le Digital Medical Hub de l'AP-HP sur des systèmes de garantie humaine et de labellisation. Donc je le disais, je ne reviens pas là-dessus, mais c'est fondamental. Convergence transatlantique et un cadre de régulation de l'IA qui est au moins aussi contraignant si on prend à la lettre ce texte de Joe Biden. Donc voilà, Jean-François, pour le cadre. Esprit de qualité, gestion de risque, c'est dans l'ADN des CHU, esprit d'ouverture à l'innovation, mais je le dis avec un peu avec force ce matin, cet esprit de régulation de positif que vous avez fait porter et souffler à Poitiers, il faut le maintenir jusqu'à Versailles et au-delà, parce que cette bataille pour éviter la surréglementation et appliquer tous les principes du règlement européen, mais seulement eux, c'est une bataille qui s'ouvre. Et on y veille avec Anne-Marie et les équipes de Care Insight sur le suivi à vos côtés de ce marché d'accompagnement. Voilà. Merci. Merci beaucoup, David. Tu estimes donc que cet accord trouve un équilibre dans cette tension entre ne pas perdre de temps, innover et apporter cette garantie à chacun d'entre nous. Moi, je pense que c'est un bon accord et que pour vous dire vraiment le fond de ma pensée, qu'il fallait le trouver maintenant. Parce que vous le mesurez dans le réel des CHU, le facteur temps n'est pas du tout neutre. Et si on n'est pas capable de créer ce cadre de confiance, Gérard, en France et en Europe, à la fin de 2023, l'histoire du déploiement de l'IA générative sur cette année montrera qu'on se fera balayer. Donc les cartes sont posées, les écosystèmes sont là, il y a une impulsion des pouvoirs publics qui est donnée. Il faut maintenant se doter des infrastructures permettant de porter ce cadre de confiance technologique, méthodologique. Il y a des éléments de labellisation qui sont déjà en place sur la garantie humaine, une proto-norme AFNOR qui sera présentée au mois de janvier sur les collèges de garantie humaine, la garantie humaine de l'IA. Il faut que la France, il faut que vous soyez présents dans cette bataille de la normalisation indicative pour qu'on garde cette avance de phase sur les méthodes. Merci beaucoup, David. Gérard, merci beaucoup de ta présence. Tu incarnes la confiance que les patients mettent dans ces dispositifs, dans cette aventure. Il y a peut-être autant de courage que d'inconscience peut-être dans ce mouvement. Portant des responsabilités importantes, bien sûr, au plus haut de France Assos Santé, mais aussi comme président du conseil d'administration du Health Data Hub. Et donc, ce que l'on se dit, toutes ces données, c'est celles de nos patients, c'est les nôtres. Les innovations serviront les traitements ou les diagnostics dont ils pourront bénéficier, mais comment le patient perçoit ça? Comment vous accompagnez cet élément-là? Ou comment vous nous alertez sur ces limites au-delà desquelles il ne faut pas aller? Alors, vous savez, je suis aujourd'hui à la leçon, et quand je vois ce qui est aujourd'hui la médecine, la santé, et demain, vous me faites faire un grand écart parce que hier j'étais avec l'ensemble de mes troupes et nos priorités c'est quand même l'accès aux soins. Et donc on voit bien qu'à un moment donné c'est quand même difficile souvent de parler aux personnes qui n'ont plus de médecin traitant, qui n'ont plus de soins, de leur parler de l'intelligence artificielle, de leur dire que peut-être ça va résoudre leurs problèmes. Mais quand? N'empêche que il faut toujours regarder en avant. Et je pense que le milieu associatif aujourd'hui, et depuis quelques années, regarde ces avancées d'une façon positive. Tout simplement parce que peut-être qu'il y a eu, il y a 4 ou 5 ans, un renversement de positionnement, une volonté de nous associer, de nous faire participer, de nous écouter. D'écouter nos peurs, nos critiques, et à partir de là, nous avons pu co-construire effectivement l'ensemble de ce qui se passe aujourd'hui, et David le disait, cette garantie humaine est pour nous quelque chose d'essentiel. Pas simplement des mots, mais des actes et des faits. Et vous l'avez dit, cher ami, la confiance est le mot, le maître mot, mais elle ne se décrète pas, elle se gagne. Et elle se gagne effectivement en permettant à chacun de pouvoir exprimer ses peurs, ses représentations, ses envies et ses sens. Et c'est important qu'effectivement l'ensemble du milieu associatif et des associations et des patients puissent s'exprimer leur représentation et participer effectivement aux travaux et aux avancées, y compris dans la formation des formateurs. Et je me félicite que l'Occitanie, relativement présente autour de cette table, soit pionnière en la matière.
c'est certainement l'axe de réussite aujourd'hui de ce que nous pouvons faire dans le recueil des données de santé, la réutilisation des données de santé et donc de l'intelligence artificielle, c'est de nous faire participer à tous ces travaux-là. Que ce soit aujourd'hui, on l'avait dit, dans le Hub Data, que ce soit dans l'ensemble des systèmes de contrôle, que ce soit dans la formation, que ce soit aussi, et on le voit apparaître dans la création des entrepôts de données de santé au niveau des CHU, dans la gouvernance, nous voulons être présents et pouvoir participer. C'est important. Ce gain de la garantie humaine, de la confiance que l'on peut créer. Donc, nous sommes extrêmement intéressés et on regarde. Alors, forcément, certains diront que je suis moi aussi impliqué dans cette affaire-là, parce que, Jérémy, quand vous parliez de boucles fermées sur le traitement du diabète, je me suis senti concerné, puisque moi-même, je suis bardé de capteurs et je réponds à ce critère-là. Mais effectivement, ça aussi, d'ailleurs, juste une parenthèse, mais si nous sommes allés si vite dans la mise sur le marché et le remboursement de ces capteurs et donc de la boucle fermée, c'est parce que une association dont j'avais le privilège de diriger a été proactive là-dessus. C'est elle qui a porté effectivement auprès des pouvoirs publics l'ensemble des données, l'ensemble des études pour qu'il y ait un remboursement. Fait quand même en moins d'un an et demi, on a pu faire rembourser tous ces capteurs-là. Donc on voit bien que le milieu associatif, n'en déplaise à certains, n'est pas réticent et ne freine pas, mais au contraire, a aujourd'hui une volonté d'être proactif, d'avancer, à la seule condition, c'est qu'effectivement, on nous fasse participer, qu'on nous explique, et nous sommes en capacité de pouvoir porter effectivement ces nouvelles technologies, car nous avons compris que pour nous-mêmes, pour l'ensemble de notre communauté, pour l'ensemble du système de santé, pour l'ensemble de sa soutenance du système de santé, c'est extrêmement important de pouvoir effectivement avancer dans ces nouvelles technologies. Et soyez persuadés qu'avec des divergences d'approche ou de comportement, mais le milieu associatif et l'union que je préside à l'heure actuelle apporte toute sa contribution à l'évolution effectivement de ce système de ces nouvelles technologies. Merci Gérard. On évoquait tout à l'heure la labellisation de nouveaux entrepôts de données, dont la mission, bien sûr, est avant tout centrée sur les CHU, mais on voit bien que notre écosystème sont des partenaires, donc avec une mission territoriale qui, Catherine le soulignait, confie à nos CHU la responsabilité, certes, de structurer un entrepôt de données, mais aussi de l'ouvrir à tous les partenaires universitaires, académiques ou autres. La garantie humaine, puis la gouvernance qu'il faut que l'on mette en place à travers des collèges. Comment vous voyez trouver une place vous-même Anne-Sophie Heulin, si elle avait été avec nous, aurait pu témoigner de cette expérience québécoise qui est à la fois toujours très avant-gardiste, rationnelle, pragmatique, et qui ont su donner une place justement aux représentants de leurs patients dans des structures de ce type. Comment voyez votre rôle justement dans ce cadre-là ? D'abord, on exige d'être présent dans la gouvernance de ces entrepôts de santé dans les CHU, et même peut-être demain au-delà, dans les entrepôts de données de santé, CPTS. Nous sommes persuadés qu'effectivement, la médecine générale aussi a un véritable trésor dans les logiciels métiers qu'ont nos médecins généralistes, et qu'il faudrait peut-être aussi penser à les récupérer et pour pouvoir... là aussi agréger l'ensemble de nos données. Mais tout cela doit se faire avec évidemment la participation des patients, des usagers de la santé, d'une manière coopérative et transparente. Nous ne sommes pas des techniciens, des ingénieurs, on n'a pas des cerveaux comme madame. Mais on peut, si on vulgarise un peu les propos, nous pouvons comprendre certaines choses. Je suis en admiration devant ce qu'elle dit. Avec quelques données, on va en faire des milliers tranquilles qui sont scientifiquement tout à fait reproductibles et tout. Voilà. Mais c'est merveilleux ce qui se passe. Nous voulons participer tout juste pour que, effectivement, cette garantie humaine, cette approche pour que ce soit
nos concitoyens et nous-mêmes qui soyons favorisés, qui récupéreront les effets positifs de l'ensemble de ces données de santé, de ces nouvelles technologies. Tout simplement pour cela. Simplement qu'on reste avec cette vision humaine et qu'on ne se fasse pas manger par d'autres intérêts, que ce soit des intérêts économiques ou des intérêts autres, politiques ou autres, mais qu'on reste toujours dans ce qui est pour nous des valeurs qui ne peuvent être transgressées, ces valeurs de la médecine humaine, d'aider, d'accompagner, voire même peut-être parfois de guérir des gens qui souffrent. C'est ça. Et que les nouvelles technologies doivent toujours rester effectivement au plus près de ces valeurs-là qui sont quand même, qui ont fondé notre système de santé et notre protection sociale. C'est un autre niveau, mais tout de même, conservons quand même cette volonté de soigner tout le monde avec les mêmes technologies, avec cette même approche d'humilité, mais au plus près de ceux qui souffrent. Et ça, nous voulons, nous, être présents effectivement dans toutes ces instances de gouvernance pour pouvoir rappeler en permanence que, certes, les logiciels mathématiques, c'est très bien, mais qu'il faut qu'il y ait derrière, effectivement, une réponse humaine à l'ensemble de ces avancées technologiques. C'est en cela, que ce soit dans l'Hub Data, que ce soit dans le département du numérique en santé, que ce soit auprès de l'ensemble des entrepôts de données de santé, notre présence est là pour toujours rappeler le sens, effectivement, de cette recherche, de ces avancées-là. Merci beaucoup Gérard. C'est un message, je le sais, pour le partager avec vous au sein du conseil d'administration du Health Data Hub que tu portes beaucoup. C'est vrai que c'est des débats d'experts et on a une autre exigence, c'est de se rendre accessible à la compréhension de nos patients. Le Health Data Hub y contribue d'ailleurs dans sa direction citoyenne sur une information, une vulgarisation de l'ensemble de ces sujets. Je pense que ça doit être aussi dans la gouvernance, l'organisation de nos entrepôts de données de CHU, de prévoir une dimension également d'information-formation, et les représentants de France Assos peuvent être de vrais partenaires. Et puis Maurice, dans cette formation de nos professionnels de santé, aussi accompagner nos représentants des patients dans cette acculturation, et on voit bien que tout ceci donne un rôle à chacun. Avant de terminer notre table ronde, donc David, de cette garantie humaine, désormais qui est un socle pour nous, reconnu réglementairement, quelles sont les recommandations que tu pourrais nous faire en conclusion ? Oui, alors... Dernière planche pour la vie. À soumettre évidemment à votre sagacité. Effectivement, il peut y avoir, pour tracer la perspective, plusieurs axes de recommandations pour faire le pont jusqu'aux prochaines assises. Donc effectivement, vous avez porté cette idée de garantie humaine, elle est maintenant dans le droit. Donc ce qui a été initié au CHU de Toulouse, c'est-à-dire mettre en place non pas une instance de plus, mais un lieu dans lequel va s'opérer ce dialogue entre représentants des professionnels, représentants des patients, que cette démarche pilote que tu as bien voulu initier puisse se généraliser dans les prochains mois. À vrai dire, ce sera une condition de conformité dans le cadre du règlement européen sur l'IA. Et vous avez l'expertise, je vois Jean-Paul Bérégy qui est là, vous avez dans le dispositif la compétence aussi médicale, disciplinaire, scientifique pour vous engager dans des écosystèmes de régulation comme ce que tu portes aussi en radiologie, Jean-Paul. Il faut définir des méthodologies de garantie humaine appliquées et dans vos CHU avoir un lieu de monitoring de ces innovations, ce qui a des faits et démarches de labellisation qu'on porte avec le DMH de la PHP, avec des mécaniques qui sont en place au CHU de Toulouse. Il y a une dizaine d'écosystèmes de spécialités déjà qui se structurent, pharmacie, biologie. Il faut créer un lieu à l'échelle des entités que vous êtes pour piloter cette préparation à la conformité. Et si vous avez suivi mon regard, mais là évidemment c'est un avis externe, je regarde Philippe, il serait bon que le ministère vous accompagne aussi pour ça, et Yalise à ma gauche. Il y a un besoin de formation initiale et continue
des professionnels. Maurice a porté ce message. En formation continue, la NFH a engagé un programme national sur plusieurs régions pilotes. Là maintenant, il serait bon aussi que ce programme soit nationalisé, mais qu'aussi l'ensemble des acteurs de la formation continue, y compris extra-hospitalière, intègrent cette préparation à l'intégration dans les pratiques pour les professionnels nouveaux, mais aussi pour les professionnels à venir. Et tout ceci implique d'accompagner la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et de faciliter les conditions du data management en santé. Mais c'est ce que vous avez abondamment évoqué. Et Stéphanie, on lira le rapport avec beaucoup d'attention. On l'attend avec beaucoup d'impatience, le rapport. Donc voilà, si ça vous va, 3 axes qui me semblent, pour vous dire le fond de ma pensée, avec un regard encore d'ancien DG de CHU, si vous permettez, aussi importants les uns que les autres pour piloter le changement. Et le dernier conseil que je me permettrai de vous donner, c'est, comme vous l'avez fait à Poitiers, le plus tôt le changement est pris, le mieux c'est. Parce que la contrainte de conformité, elle sera une butée dans 1 an et dans 2 ans. Il y a des ressources de régulation positive dans le texte. Et si les CHU agissent ensemble pour définir ce qu'est la garantie humaine de l'IA, vous préserverez les marges de souplesse dont je parlais tout à l'heure, mais il faut enclencher cette initiative. Merci beaucoup, David, et merci d'organiser les prochaines assises ainsi. Donc on sait qu'il y a déjà un thème.